On va voir un peu, puis on montre un peu, regarder le télé. Vous avez de la tête? Le camion de déménagement, il y a 4 ans, il y avait toute l'équipe là qui nous attendait en disant on va t'enfiler, on va t'exploser le fond de la culotte, c'est des poètes. On va te faire dégager. En plus, ils savaient déjà mon nom, ils savaient que j'étais faucheuse d'OGM, ça leur plaisait pas du tout. Que j'étais née au Maroc, ils l'ont vu sur internet sûrement. Sale pied noir, tu vas dégager. Parce qu'ils pensaient que j'étais morte de trouille. Hein. Donc tous les week-ends, je les ai eus, ils lâchaient les chiens d'un côté à l'autre. Ils étaient dans les bois. À un moment, il y en a un malabar qui était seul, qui prend son fusil à 2 bras comme ça. Et je remontais le chemin, il vient à ma rencontre, il allait me défoncer la tête. Et moi, la veille, j'avais acheté une petite arme non autorisée, non létale, un petit revolver, quoi, chez l'armurier, une arme d'occasion. Et là, les gendarmes sont venus de suite, alors que ça faisait 1 an déjà à l'époque qu'ils refusaient nos plaintes. Et j'étais embarquée, ils ont pris mon ADN aussitôt, très menaçant, parce que soi-disant, j'avais un fusil. Dangereuse, etc. Voilà, donc nous, nos plaintes sont refusées. Marc, le proprio, est invalide à 100% quand même, hein. C'est un monsieur âgé qui est malade. Il y a atteinte à personne vulnérable, hein, je pense. Bon, ensuite, ça a continué, hein, moi en train de courir après les chiens, de les virer, enfin des plaintes, ça servait à... Et il n'y a pas longtemps, il y a deux de ces abrutis là qui sont venus avec leur fusil à la fin de la chasse, la saison dernière, qui m'ont pointé avec leur fusil. Donc moi j'avais ma petite arme que j'ai sortie. Ils se sont barrés, ils ont eu peur. Hein. Ils ne sont pas courageux. Et les gendarmes sont revenus, ils sont allés porter plainte parce que j'avais sorti cette petite arme. Incroyable, hein. Alors qu'ils venaient chez moi, là, devant la porte, me braquer. Donc c'est impensable. Et j'ai été convoquée 2 fois au tribunal. Hein. Moi, quand je vais à la chasse et puis qu'on me dit, quand on va à la chasse et puis qu'on me dit je suis en propriété privée, alors qu'il n'y a aucun permis ni rien du tout, qu'on me menace avec un revolver sous le nez, non, écoutez, ça fait pas tellement plaisir. Donc 2 convocations au tribunal pour des faits quand même. Alors le gendarme a regardé ma petite arme, là il me l'a confisquée d'ailleurs. Je l'avais acheté à un armurier d'occasion. Il m'a dit maintenant elle est plus autorisée. Les coquins, là, les canailles d'à côté, en train de vendre leur gibier à un traiteur de Saint-Seurin. Ouais. Donc on leur a enlevé leur permis pendant 1 an, mais ils ont continué puisque depuis le printemps, là, je les entends tirer tous les jours jusqu'à 50 ou plus. Un chat qui a été massacré. Le bouc, l'arrière-train massacré aussi. A été attaqué par les chiens. Donc attendez, les gardes champêtres, là, les gardes forestiers, je les ai appelés moi quand le bouc a été blessé. Je dis, vous voyez bien, il y avait des lambeaux de chair, c'était affreux. Ils m'ont dit, mais c'est rien, il va se remettre. Et puis attention, si vous touchez un chien, vous allez en prison, madame. Bon. Et une autre fois, j'appelle les gendarmes parce que la fois où ils sont venus, là, ils m'ont dit, mais vous ne devez même pas avoir une bombe lacrymo, vous pourriez les exciter. C'est quoi ça? C'est quoi ça? J'ai dit, je me laisse tuer. Non, mais c'est pour ça. J'ai oublié, hein. Il y en a un qui a une camionnette, j'ai signalé aux gendarmes. Chaque fois, je sors plus qu'une fois par mois hein, en faisant gaffe. Il essaie de, je sais pas, il doit être averti juste là avant de tourner. Après, je le vois tourner. Il essaie de m'écraser en klaxonnant bien fort pour essayer de me faire faire un écart. Mais Antonia qui habite derrière, là, elle était assise dehors, là, elle a ses petits-enfants en plus. Elle s'est pris une balle qui a pulvérisé sa bouteille à côté d'elle, par les mêmes. Hein. Ils vont chasser chez elle, elle a 12 hectares. J'espère qu'elle a porté plainte. Elle n'a pas porté plainte, elle n'a même pas signalé. Mais dis-leur qu'ils ont failli te tuer. Ah ben non, après je vais avoir des ennuis. Tout. C'est ça. Moi je passe pour une folle, pour une mégère. Du coup j'ai fait une pétition qui a relevé 4000 signatures à peu près. Il y en a qui l'ont lu. Gérard Charolois m'a contacté un soir, grosse surprise, surtout venant d'un magistrat. Bravo Gérard, hein, et merci. C'est la moindre des choses. Bah, c'est remarquable, c'est la moindre des choses. Et là j'étais déprimée, hein, là j'ai beau être combative, là je commençais la saison, je faisais plus rien. Et depuis 2 mois là il m'a recalqué, je suis très contente, je vous remercie de tout cœur, parce que j'étais mal barrée. Courageux de ta part. Je tiens à vous remercier d'être venu et à remercier notre hôtesse de nous avoir accueillis aujourd'hui. Je tiens à dire que son cas est exemplaire, que malheureusement nous recevons périodiquement dans les associations des plaintes de particuliers qui sont victimes les dimanches d'exactions de la part des chasseurs, c'est-à-dire des incursions dans les propriétés privées. Alors cette histoire est remarquable en effet parce que depuis des années on se bat en France pour faire que les propriétaires qui n'aiment pas la chasse puissent vivre chez eux sans un loisir de mort.
Il a fallu aller jusqu'en Cour européenne des droits de l'homme, où j'ai plaidé il y a une vingtaine d'années, pour obtenir ce qu'on appelle la reconnaissance du droit de non-chasse. Jusqu'en 2000, tout propriétaire foncier qui n'avait pas au moins 20 hectares d'un seul tenant était tenu d'accueillir les chasseurs sur ses terres. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour cette atteinte à une liberté fondamentale. Ça prouve le poids du lobby de la chasse dans ce pays. Tous les ministres de l'environnement, on disait à l'époque l'environnement, on ne disait pas l'écologie, mais tous les ministres de l'environnement que j'ai rencontrés, de Michel Crépeau, ça rajeunit pas, de Huguette Bouchardot, ça aussi, ça rajeunit pas, même de Brice Lalonde, vous savez qui c'est? Non, oui. Vous savez plus. Bon, bien. Parce qu'il est oublié. Bon, donc, tous ces gens-là m'ont dit, ah, comme vous avez raison, évidemment, il faut qu'on reconnaisse à chacun la liberté de conscience. C'est quand même la moindre des choses que des gens puissent vivre chez eux sans un loisir qu'ils n'aiment pas. C'est élémentaire. Mais jamais, aucun de ces ministres n'a pu obtenir la modification de cette loi inique qui datait de 1964 et qui imposait aux petits propriétaires d'adhérer aux associations de chasse et d'accueillir les chasseurs chez eux. Il a fallu aller jusqu'en Cour européenne des droits de l'homme, où j'ai plaidé le 16 décembre 1998, et la Cour m'a suivi dans toutes mes objections. Atteinte à la liberté d'association, atteinte aux droits de propriété et d'usage, atteinte au mode de vie et à la liberté de conscience. Et la France a été condamnée, et à la suite de cela, les députés n'ont pas pu faire autrement que modifier la loi dite Verdeil par une loi du 26 juillet 2000 qui a prévu effectivement que tout propriétaire pouvait, s'il n'est pas chasseur, interdire la chasse chez lui, mais à une condition, il fallait prévenir la société de chasse et le préfet 6 mois avant un multiple de 5 anniversaires de création de l'ACA. C'était une façon de reconnaître le droit de non-chasse en l'entravant le plus possible. Parce que pourquoi un tel délai? La société de chasse serait-elle un locataire qui a besoin de se reloger et qu'il faut prévenir 6 mois à l'avance lors d'un multiple de 5 anniversaires de sa création dont personne ne sait quand est-ce qu'elle a été créée? Donc c'était un abus du législateur qui, une fois de plus, prouve qu'en France, les députés et les sénateurs se comportent comme s'ils étaient au bout des fusils des chasseurs et qu'ils font la danse du ventre devant un lobby tout-puissant qui impose ses lois et ses règlements. Alors rassurez-vous, ici en Dordogne, la loi Verdeil ne s'applique pas, puisqu'elle ne s'applique pas partout, elle ne s'applique que dans quelques rares communes, donc tout propriétaire a le droit d'interdire la chasse chez lui. Il en a le droit, mais est-ce qu'il en a les moyens? Parce que là encore, est-ce que les autorités publiques font respecter cette liberté? Eh bien, bien peu, malheureusement. Malheureusement, si un propriétaire fait appel au service de gendarmerie ou dépose plainte pour une contravention de chasse chez lui, on va bien s'arranger pour dire que le chasseur ne faisait que rechercher son chien qui lui avait momentanément et accidentellement échappé, ou que l'animal était sur le point de mourir et qu'on est venu l'achever sur la propriété. En pratique, très peu de chasseurs sont condamnés pour la chasse sur autrui. Voilà. Donc ça prouve une chose, c'est que nous sommes dans un état de droit tout relatif, mais vous savez que la France est très mal classée au niveau état de droit. Je voyais ces jours-ci, un organisme international nous a évalué sur une chose qui est proche de l'état de droit et de la démocratie, c'est la liberté de la presse. Eh bien, savez-vous que nous sommes que les 39e sur les 180 pays que compte l'ONU. Nous sommes que le 39e. Pourquoi? Parce que notre presse est aux mains de 9 milliardaires qui peuvent orienter l'information dans le sens où ils le souhaitent. Ça en dit long. Chez nous, les lobbies font trop la loi. Et je me demande ce que le ministre de l'écologie, dont par ailleurs je ne doute pas de la sincérité, va pouvoir faire pour améliorer tout simplement les droits des non-chasseurs et aussi le sort de notre faune sauvage. Parce que le problème, il est de fond. La nature se meurt. Les politiciens vous parlent à longueur de journée et de journaux du climat. C'est vrai que l'homme, par ses activités, pose un défi à la planète. Nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle l'anthropocène. C'est un mot très scientifique pour dire tout simplement que l'homme est un grand facteur de modification de son environnement. C'est vrai que le gaz carbonique qui est dans l'atmosphère, depuis l'ère industrielle, s'est considérablement accru.
nous étions à moins de 200 ppm, c'est-à-dire parti par particules d'air, 200 pour le gaz carbonique, nous sommes maintenant à 400. Donc en effet, il y a une émission de gaz à effet de serre et ça pose un problème à la planète. Mais est-ce qu'en écologie, c'est le problème numéro 1? Eh bien, on risque d'être iconoclaste, d'être en décalage par rapport à tous les discours alarmistes officiels. Je vous dirais, c'est un problème. Mais pour moi, ce n'est pas le problème numéro 1. Et je vais vous dire pourquoi. Ce n'est pas le problème numéro 1. Lorsque les Vikings ont découvert le Groenland en l'an 900, ça remonte à il y a bien longtemps, ils l'ont appelé le Groenland, c'est-à-dire la terre verte. Parce qu'à l'époque, nous étions à l'optimum médiéval, c'est-à-dire à une époque où la Terre était plus chaude que maintenant. Vous savez que notre planète connaît des phases naturelles de refroidissement. Il y a eu des ères glaciaires. La dernière remonte à 15 000 ans à peu près. Il y a des petites ères glaciaires et des phases d'optimum climatique. Donc, effectivement, cette fluctuation existe. Ça ne veut pas dire que l'altération de l'atmosphère n'est pas un problème. Mais le problème numéro 1 qui se pose à nous, le défi numéro 1, c'est quoi en écologie? C'est la mort de la biodiversité. C'est ça. Mais ça, on ne veut pas en parler, parce que ça contrarie beaucoup trop les intérêts égoïstes, cupides, lucratifs des firmes. Le vrai problème, c'est qu'on est en train de détruire la nature. 80% des insectes ont disparu, selon une étude allemande très sérieuse qui a été faite ces temps-ci et qui a été publiée. Et vous savez que tout automobiliste averti, quand il circule les soirs d'été, n'a plus ses pare-brises maculés d'insectes comme il l'était il y a une quarantaine d'années, parce que l'entomofaune, les insectes disparaissent. Et si les insectes disparaissent, les oiseaux disparaissent, et on le sait, les amphibiens disparaissent, les reptiles disparaissent. Et ça, c'est le défi numéro 1. Notre défi numéro 1, c'est d'instaurer avec la faune sauvage et avec la flore une nouvelle relation, un nouveau type de relation fondée sur la bienveillance, sur le respect et sur la protection. Et la chasse, j'en reviens à la chasse, c'est la négation même de cette approche bienveillante. Comment à notre époque, où tout se meurt, où tout est détruit, des hommes peuvent-ils encore prendre leur plaisir à aller fusiller le dimanche des sangliers ou d'autres espèces qui sont artificiellement maintenues uniquement pour alimenter le stand de tir pendant que la nature est en train de se mourir? Donc le problème de l'écologie actuellement, le problème numéro 1, celui dont on devrait parler, c'est la mort de la biodiversité. Je crois que c'est ça qui est important, mais nos politiques n'ont pas le courage ni de le dire, ni de faire le nécessaire pour remédier à cette mort de la nature. Je crois que là, il y a un combat à mener, et je vous remercie, vous qui êtes venus aujourd'hui, pour témoigner de ce souci que vous avez de dire on veut instaurer avec la faune un nouveau rapport que celui du fusil. Il est temps qu'on reconnaisse à l'animal sauvage un statut de protection. Il est temps que l'homme devienne un ami de la nature et non plus un destructeur. Voilà le message qu'il faut faire passer et que la presse aujourd'hui n'est pas venue entendre, malheureusement, parce que notre voix est devinez, censurée. Voilà, notre voix est censurée. Voilà, merci d'être venu et merci à Josiane de son accueil.